Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui messieurs, c'est l'épisode 28. Voilà, on parlait déjà de la 30, potentiellement de la 100. Qu'est-ce qu'on ferait de spécial ? Ouais, exactement, je ne l'avais pas dit, merci de remettre ça Nico. Épisode 28, programme assez chargé en ce moment, donc on va essayer de tenir le timing. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à nous remonter dans les commentaires sur la chaîne YouTube. C'est vrai qu'on a toujours un débat entre nous sur le format. Moi, je suis plutôt fan des formats très longs, de prendre le temps, et j'écoute ça en podcast sur plein d'autres channels. Voilà, est-ce que vous préférez des formats d'1 heure, de 50 minutes, d'1 heure 30 ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? N'hésitez pas à nous partager, c'est aussi intéressant d'avoir vos retours. Aujourd'hui, au sommaire de cet épisode 28, on va refaire un peu, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, cette petite thématique un peu généraliste sur ce qui se passe sur le marché de la tech et de l'IA, et notamment on a un beau sujet avec Google qui prend le contrôle de Siri, et qui me rappelle certains épisodes passés où on avait beaucoup débattu là-dessus. On ira voir après avec Nicolas, du coup, la partie fabrique qui passe en mode pilote d'essai et qui nous cachera 2-3 news sympas derrière. On ira avec Kevin, du coup, sur le côté copilot qui passe à la caisse. Caisse, paiement. Ça tournera autour de ça, j'imagine. Sans dévoiler la thématique. Je vous amènerai un petit sujet et je vous expliquerai comment Fabrique passe en totale osmose avec l'agentique et avec un petit logo que vous ne connaissez pas sur le sommaire, et c'est normal. Un de plus. En tout cas pour ceux qui nous regardent sur YouTube, un de plus exactement. Et Romain terminera ce bel épisode avec Intelligence in the Shell. Romain s'est dit à chaque fois je vais faire travailler l'anglais de Kevin dans les sommaires. J'apprécie ça. Et ça m'ennuie énormément. À toi, mon Kevin, pour démarrer sur ce sujet généraliste. Yes. Apple, Google, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché ? Alors, pour rappel, à la WWDC 2024, Apple avait annoncé Apple Intelligence. Donc, c'était l'un des derniers en fait, des GAFAM à se positionner sur l'IA générative. Et la vision que proposée a été complètement différente. C'était faire en sorte de développer leur propre LLM qui tournait en local dans leur machine et pour tout traitement plus complexe, déporter sur leur private compute. Donc des machines conçues par eux avec leur propre hardware, leur propre software et leur propre LLM. Donc, c'était ça l'idée de base. Ils ont annoncé ça en grande pompe en 2024. La réalité a fait qu'à la rentrée de septembre, quand ils ont annoncé les iPhone 16, ils ont fait tout un tas de marketing là-dessus pour dire que ça y est, ce sont les appareils compatibles Apple Intelligence. Sauf qu'il n'y avait rien eu jusqu'à à peu près avril 2025. Donc ça a valu une class action contre Apple de la part des consommateurs dans différents pays. Donc, ils ont attaqué pour publicité mensongère. Et en fait, on s'est rendu compte en coulisses que Apple, en fait, l'annonce qu'ils avaient faite à la WWDC, donc pour rappel, c'était un Siri qui était beaucoup plus intelligent et évolué à l'ère de l'IA générative, un Apple Intelligence qui était capable de finalement faire du RAG sur tout son contexte personnel localement de manière sécurisée, et pour des tâches un peu plus spécifiques, déportées sur du chat GPT. C'était le premier partenariat avec OpenAI. Dans la réalité, c'est que à avril 2025, il n'y avait que la génération de petites images et de smileys, pas de Siri évolué, et beaucoup finalement de requêtes partaient sur du OpenAI chat GPT. Donc au final, la promesse qu'avait tenue Apple n'était pas là. Très décevante pour un éditeur comme Apple. C'est ça. Donc ça avait vachement détonné. Donc, Class Action, ils ont mangé. Ils ont eu une grosse restructuration interne avec des têtes qui ont un petit peu sauté. Ça a bougé. Et du coup, WWDC 2025, donc l'année dernière, Apple a annoncé que ils ont besoin de plus de temps. Donc, au final, ils vont pas faire de grosses annonces sur cette année-là. Donc, ils réfléchissaient sur l'amélioration des modèles. Donc, ce qui s'est passé en coulisses, c'est que ils ont fait plein d'études. Avec, à un moment, il y a des rumeurs sur un éventuel rachat d'Anthropic de la part d'Apple. Finalement, ça s'est pas fait. Et ils se sont rapprochés de Google avec leur modèle Gemini, puisque Google, à ce moment-là, avait lancé la version 3 et 3 Pro, plus les modèles d'image Banana, donc, qui cartonnent dans le grand public. Pour le coup, ils sont en avance là-dessus. Donc, Apple s'est rapproché et ils ont officialisé en début d'année là, un partenariat pour faire en sorte que Gemini serve de couche fondatrice sur la vision qu'a Apple d'Apple Intelligence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est qu'à terme, alors peut-être à la WWDC de cette année, c'est que finalement, les modèles fondations qu'Apple avait développés pour faire tourner Apple Intelligence soient mis de côté au profit de Gemini, plutôt.
Et que sur les private compute que Apple a mis en place, avec des LLM maison plus costauds, pareil, que ça soit mis de côté et que Gemini sert de fondation. Et du coup, les rumeurs... on peut le dire, Gemini is the new Siri. Gemini is the new Siri. Officiellement annoncé, en tout cas. C'est ça. Et en fait, Apple, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, sur la partie grand public, Gemini est en avance. Et du coup, pour eux, c'est logique de faire un partenariat avec eux. Donc, ça apporterait en fonctionnalité, en rumeur, des interactions en langage naturel, comme Gemini le fait avec sa fonctionnalité Live Speech, création de notes, création de tâches personnelles, de l'orchestration un petit peu. Alors, en termes de deal, les rumeurs disent que ça coûterait 5 milliards par an. Alors, 5 milliards par an, quand on prend un peu de recul, aujourd'hui, il y a déjà un partenariat entre Google et Apple. En fait, Google, pour avoir comme moteur de recherche ça paye très Google cher. dans Safari, dans les iPhones notamment, il paye déjà très très cher. Alors, il n'y a pas de chiffre exact, mais en 2022, ça aurait rapporté 20 milliards. Ouais, c'est beaucoup plus que... Juste en 2009, 20 milliards pour Apple. Et que, à peu près, sur le nombre d'années de partenariat qu'il y a sur cette exclusivité, Apple conserverait en moyenne 36% des revenus publicitaires générés sur iPhone. Donc en fait, les 5 milliards... Ça se contrebalance. Ça se contrebalance pas mal. Donc voilà, c'est une news qui est assez intéressante dans la tech, à voir. Qui est assez folle, parce que quand tu vois qu'était Siri, en tout cas un élément fondateur de notre rapport à l'IA, pionnier dans l'interaction homme-machine, etc. Et d'aveu d'échec, de finalement, on n'est pas la nouvelle génération, tu vois. Et par contre, on s'associe avec, tout logiquement, pour pas perdre le marché pour autant. Et le choix de Gemini, pour le coup, comme nouvelle génération, je trouve ça assez impactant, assez puissant d'un point de vue communication. Moi, ce qui commence à me gêner, il reste quoi vraiment à Apple ? Ils ont le matériel, ils ont un OS, mais tu l'as dit, les moteurs de recherche, ils ont perdu. Les navigateurs, ils ont perdu. L'IA, ils ont perdu. Apple, il leur reste des designers qui font des jolis téléphones et des ergonomies dans un OS. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que dans 10 ans, iPhone, il fera des designs pour Samsung et que l'OS sera une surcouche par-dessus Android? Parce que aussi, il faut se dire que finalement, à une époque, un Apple avec ses milliards de cash cachés, parce qu'il faut rappeler que Apple avait réussi le tour de force pendant ses premières décennies à avoir un deal de 0 dividende actionnaire, qui ait fait une trésorerie, je te l'apprends pas, avec une trésorerie monstrueuse. Mais aujourd'hui, finalement, quand on voit les milliards sur la table que mettent un Google, un OpenAI, un Microsoft, finalement, Apple, je vais être volontairement disruptif, c'est une PME en fait dans le système. Après, c'est pas leur marché non plus. Parce que le partenariat de Gemini, Apple ne stoppe pas le développement de ces LLM. Donc il y a déjà ça d'un côté. Deuxième chose, c'est que quand on regarde sur la partie hardware, en fait, Apple, au fur et à mesure, même sur cette partie-là, en fait, ils ont commencé à couper leur dépendance avec des partenariats. Donc en fait, ils avaient un partenariat historique avec Intel et Qualcomm. Ils l'ont coupé, donc ils font tout maison maintenant. Leur propre puce, Les écrans, ils sont en train de travailler sur ça là-dessus. Donc, je pense que c'est juste, à date, en fait, c'est juste pragmatique. Ils sont à la gourde. Donc, ils travaillent avec ce qu'ils ont. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est les seuls pour l'instant à pousser ça, c'est la notion de private compute, en fait. C'est que tout est au maximum local. Et si jamais ça ne l'est pas, c'est vraiment lié à ton identité. Donc, Gemini, ça va pas passer par les services Google. Non, ça prend le modèle. Ça prend le modèle, pas les services. Oui, c'est le modèle Copilot Microsoft. Exactement. C'est un peu la même logique, et dans le grand public, c'est les seuls à le faire. C'est le seul et alors ça, par contre, c'est important parce que OpenAI a quand même dit qu'ils allaient mettre la publicité, etc. dans GPT. D'ailleurs, pour moi, c'était le troll du début d'année. Ils ont fait ça en recitant le post de lancement de Google, où les mecs, ils disaient « Google sera toujours gratuit et n'acceptera jamais d'argent pour mettre en avant ». Ils ont repris ce tweet de Google pour annoncer que nous, pas de débat, on s'en cache pas, on va monétiser. On a toujours dit que ce serait monétisable. Moi, j'ai 2 questions pour toi, Kevin. La première, c'est quid, parce qu'on va utiliser les modèles pro de Gemini 3, on va se dire, est-ce que ce sera payant? Ce sera facturé aux utilisateurs Apple? Et la deuxième chose, quid du partenariat
avec OpenAI. OpenAI Ah bah, c'est et qui- ChatGPT c'est aujourd'hui qui- qui va c'est- peut-être disparaître du coup Bah, de ce que fait aujourd'hui Apple avec... Alors pour la première, Avec- je pense pas que ça sera payant, honnêtement, parce que c'est la en fait, valeur de pourquoi- Siri dans c'est les la valeur de iPhones. Siri. Donc comme ce qu'ils font C'est ça. aujourd'hui avec C'est sûr. ChatGPT, Par contre, ce c'est qui offert m'étonnerait aux- pas, c'est qu'aujourd'hui, l'intégration telle qu'ils l'ont fait côté OpenAI, c'est que tu peux, si tu veux, mettre Switcher. ton compte à Ah oui. l'intérieur pour bénéficier de D'accord. fonctionnalités premium. T'imagines le Ok. partenariat pour Gemini aussi de choper tous les utilisateurs d'iPhone C'est au monde. énorme. Enfin, c'est C'est énorme. presque énorme. 2 Mais Donc, milliards en vrai, de ça vaut devices. autant pour Gemini que pour Apple dans le débat. Oui, mais du coup, la surconsommation que tu vas avoir sur tes modèles... Oui, mais alors l'empreinte donc, de d'où les marché, après, l'empreinte faut- de faut- marché faut- d'impact. faut le Localement. calculer. Ouais, Localement, Alors, il y a du local, ils mais il jouent n'y aura pas là-dessus. que du local. Bah parce si, qu'il y ils vont aura faire- quand mais même si, du- parce qu'ils vont faire des SLM de Gemini. Tu vois, aujourd'hui, Mais ils n'ont c'est pas ce- une vision open source, mais- mais ils auront des modèles délocalisés en local. Mais des c'est ce que modèles tu as. Gemma. Et C'est ce que tu as vendus aujourd'hui à avec Apple. Local AI Ouais, c'est sur ça. un Apple. Tu peux avoir. Alors, Oui, si tu as un mais- Apple mais récent, c'est le ce que 16 ou t'auras. le 17, tu C'est-à-dire as déjà tes modèles en Tu n'auras pas un local. coup de compute Mais- chez Gemini. Ils vont exporter leurs modèles en local sur les iPhones et ils ont un gros partenariat. Voilà. Mais après, C'est ce qu'ils c'est veulent tout ce qui requête sur des données réelles, on va dire, un peu. On va avec switcher interrogation. sur la news. C'est intéressant. Je ferme la news, comme on a dit. Le programme était dense. Ouais. On vient de voir Antoine qui s'est éclaté la lampe pour information. C'était très très drôle. Il y a eu des Et cascades en J'espère que régie. tout va bien, Ouais, Antoine. ça- il y a, ça il y a a des figé. cascades. Ouais. Moi, je voulais vous faire sur le côté généraliste une mini-annonce quand même, parce que ça rebondit sur un autre sujet qu'on avait évoqué en juin. C'est l'arrivée de Mistral Compute. Oui. Alors, l'arrivée, disons qu'il y a une landing Ça- page sur le site de Mistral. Ça apporte un vent nouveau. Exactement. Voilà, un, Oh vent là de, là un vent de souveraineté Ah, souffle je comprends. sur Et en l'écosystème ce moment- tech. Alors, Mistral Compute, on en avait parlé lors d'un épisode des Têtes dans le Cloud, notamment c'était une des annonces de Vivatech en juin dernier, comme quoi Mistral allait construire ses propres data centers sur base de NVIDIA, globalement avec un gros partenariat NVIDIA, mais dans le but de proposer à la France, du coup, et à l'Europe, du coup, des data centers français opérés par une entreprise française. On en sait un petit peu plus parce qu'il y a une belle landing page qui est sortie. Donc on a quelques screenshots là qu'on vous passe à l'écran pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Donc avec la promesse du cloud bien évidemment, la promesse de la scalabilité assez classiquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un petit peu plus. On a un petit schéma derrière qui nous explique les différents layers qu'ils vont proposer. Donc vraiment le côté soit finalement de partir du bar métal pur et dur qu'on voit sur la couche du bas, qui est de dire qu'en fait, en fonction de vos besoins, Mistral vous permettra soit de manipuler vous-même les barres métal, soit d'avoir le côté GPU as a service. Et quand on dit Mistral Compute, c'est pas Mistral Cloud. Il se positionne pas notamment comme un cloud provider, mais vraiment comme un fournisseur de compute pour l'IA. En tout cas, quand on lit la description de la page, c'est bien ça. C'est que, et d'ailleurs, c'est vraiment de la puissance de calcul pour de l'IA, et donc du coup, soit directement l'accès au hardware, soit le as a service pour le côté GPU, soit finalement la couche de service d'IA, donc le côté studio. Donc là, on découvre aussi toute la partie AI Studio qui peut être en private, délocalisé chez le client façon Azure local. Je viens t'installer mon studio Mistral pour que tu l'opères chez toi. C'est une des promesses de valeur, telle que je le lis ici, le AI Studio en private. Ou les AI Studio complets. Donc là, j'ai pris toute la stack du bar métal jusqu'à la partie SaaS, du coup, et j'opère mes modèles chez Mistral. Assez intéressant, du coup, il y a une vraie promesse de valeur. C'était important de le citer parce que voilà, c'était une info et on aime bien suivre ce que fait Mistral. Et après, du coup, dans les détails qui sont présentés par Mistral, on en sait un tout petit peu plus sur notamment ce qui va être présent dedans. Donc par exemple, alors c'est moins ma partie le hardware, mais on évoque des GPU GB300, du Fabric InfiniBand XDR 1.1, du Slurm et du Kubernetes, donc la partie Cloud Native Containerisation. Donc ça, c'est un peu ce qui est présenté. On aura dans la suite d'entraînement accès à LoRa, la partie réseau. On aura plus de 100 milliards de tokens disponibles. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Vous pouvez vous rendre sur la page si vous voulez en savoir un petit peu plus. Selon bien évidemment la mise à dispo de tout ce qui est chaîne d'intégration, intégration continue, CI/CD, la gestion des droits, les airbags, la connexion à SSO. Bon, globalement, certifié ISO 27001, 9001, 14001, 50001, tous les niveaux, une vraie infrastructure cloud digne de ce nom. Ouais. On voit que demain, forcément, ça sera peut-être quelque chose en mode Secnum Cloud, certifié, etc. En tout cas, on ne l'imagine pas autrement. Voilà, c'est très early. Il y a un formulaire pour y souscrire pour demander plus d'infos. Donc, ça nous lève. Forcément, on ne monte pas un cloud provider et on le sait avec d'autres
type d'offre sur le marché en ce moment, que ça prend du temps de mettre un data center souverain en place selon les conditions attendues par l'Europe. En tout cas, voilà, Mistral avance sur son offre avec Mistral Compute. Intéressant à suivre. On va aller sur notre deuxième sujet, on va aller côté fabrique. Oui. Du coup, Nicolas, fabrique en mode pilote d'essai, quelles sont les petites infos que tu as pu glaner sur la data platform de Microsoft? Oui. Alors, Kevin, j'ai 3 infos à vous partager. Alors, j'en ai 2 qui sont importantes. La première, c'est les Materialized Lake Views. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les vues matérialisées les vues matérialisées. Du lac. La version Du lac. Alors, comme je le dis souvent, Microsoft n'invente rien. Ça existe déjà sur d'autres solutions. Mais là, c'est enfin disponible. Alors, c'était en preview. Alors, j'ai été voir sur la page parce que normalement, ça devait être en GA. Ouais. Mais c'est encore marqué en preview sur les pages du Microsoft Learn. Donc, est-ce que ça va être sur de la GA dans les prochaines semaines, les prochains jours? En tout cas, ça va arriver. Ça va bientôt être en GA. Donc, il y a des clients à moi qui attendent ça avec impatience. Donc, j'ai pu tester un peu la solution. Ça permet de faire quoi, du coup? Alors, oui, qu'est-ce que ça fait? Donc, déjà, ça se connecte, comme son nom l'indique, à Lakehouse. Déjà. Donc, il n'y a que le Lakehouse qui peut utiliser, donc qui peut générer un Materialized Lake View. Et qu'est-ce que c'est derrière? C'est-à-dire que je vais, à partir du Lakehouse, créer un notebook, associer un notebook au Lakehouse, et ce notebook va exécuter, va créer ce Materialized Lake View pour faire des transformations toutes simples. Des merges, des regroupements de données, des créations de nouvelles colonnes, etc. Donc, il y a l'idée de se dire qu'avec les Materialized View, je recrée finalement mes couches bronze, silver, gold, les différents layers qu'on a aujourd'hui avec plusieurs objets. Mais avec dans un notebook. Mais à l'intérieur d'un Plutôt Lakehouse. Que d'avoir tes pipelines. À l'intérieur d'un Lakehouse. Ouais. Voilà. Ok. Donc, tu as ton Lakehouse. Alors, parce que jusqu'à maintenant, tu avais tes pipelines qui te faisaient un aller-retour globalement pour passer d'une couche à l'autre. Jusqu'à maintenant, tu avais ton Lakehouse sur le bronze. Ouais. Ensuite, tu avais ta pipeline, pipeline, on va dire ça dans le sens, tu avais Dataflow, de pipeline et notebook, etc. Et ensuite, aller raffiner ta donnée dans un autre Lakehouse. Oui, c'est ça. Ok. Pour le silver. Puis ensuite, trois Lakehouse pour tes 3 couches. 2-3 Lakehouse, soit un warehouse à la fin. Donc, tu avais 3 objets pour faire tes différents layers, tes différentes couches. Aujourd'hui, tu peux tout faire dans un seul et même Lakehouse. Okay. Absolu. Alors attention, il y a des contraintes. C'est que déjà via une approche notebook, pas via une approche. C'est du Spark SQL derrière. Low-code, donc quoi. c'est pas du low-code. Non, clairement, c'est du code. Alors après, c'est pas du code extrêmement compliqué. En fait, on retrouve un peu la même logique que les procédures stockées. Pour ceux qui connaissent, procédures stockées dans les warehouses, les data warehouses, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un objet, d'accord, dans un item dans le Lakehouse. Okay. On n'avait pas jusqu'à maintenant, qui permet vraiment de faire des transformations relativement simples, puisqu'on est dans du SQL, donc on ne va pas non plus faire des trucs ultra sophistiqués, mais ça permet déjà de faire des transformations sur notre donnée pour créer ensuite une nouvelle couche de données. Donc, et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans la promesse un peu marketing, enfin, quand on le voit, le Lakehouse, tu as toujours l'impression que c'est dans le Lakehouse que tu as tes 3 couches, le bronze, silver, gold, et que tu as un objet qui les regroupe. En fait, tel que ça s'instancie aujourd'hui, tu as 3 objets, et t'as pas ce côté Lakehouse unifié. Et c'est là où la contrainte importante, et là je le signale parce que si on veut s'amuser à le faire, pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut créer un Lakehouse avec la fonctionnalité de schéma. C'est-à-dire que si on met pas de schéma dans notre Lakehouse, c'est une option aujourd'hui. Alors par défaut c'est coché, mais quand on crée un Lakehouse, on peut décocher cette option créer les schémas, et on a un Lakehouse sans schéma. Là pour le coup, les Materialized Lake View, les MLV, pour être ne fonctionnent pas. Ils disent il faut des schémas pour pouvoir créer. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette notion de schéma qui va faire cette notion de couche. Ok. Ce qu'on trouve en fait avec, alors je vais le citer avec Snowflake. Snowflake, par exemple, aujourd'hui, dans Snowflake, on crée une base de données Snowflake et on met différents schémas. On met un schéma bronze, un schéma silver, enfin un schéma landing zone, bronze, silver, gold. Et ensuite, on s'amuse avec des technologies, j'en parlerai après, comme DBT, mais c'est avec le Materialized View, c'est le même principe, pour justement faire passer notre donnée, raffiner notre donnée d'une couche à l'autre. Donc, d'un layer à l'autre. Donc d'un schéma à l'autre. Okay. C'est pour ça que cette notion de schéma est importante, c'est vraiment un prérequis important pour mettre en place les MLV derrière. Et du coup, d'un point de vue choix d'architecture, est-ce qu'on continuera à faire du Lakehouse en 3 couches de Lakehouse ou la cible, c'est finalement celle-là? Alors, déjà aujourd'hui, moi à titre personnel, je ne préconiserais pas encore à mes clients, au sens production. Pas sec. C'est pas encore tout à fait sec. J'ai encore testé tout à l'heure. Il a fallu que je recrée des workspaces, etc. parce que ça fonctionnait pas très bien dans un workspace que j'avais précédemment créé. Bref,
ça c'est du détail, mais ce qui prouve encore que le truc n'est pas tout à fait sec. Et je pense que ça reste encore de la preview. Hein. On est vraiment sur la fin de la preview. La performance bonne définition aussi, de la preview, du coup. Voilà. La performance, en fait, on peut programmer. Alors, on peut programmer les refresh, c'est-à-dire qu'on peut dire, OK, quand tu as une actualisation, tu l'as fait en full ou tu l'as fait en delta. Bon, il y a cette notion aussi de se dire, voilà, est-ce que je fais une full transformation de toutes mes données ou je ne prends que les dernières données pour faire uniquement une transformation partielle de mes données. Donc ça, c'est la première chose. Après, aujourd'hui, est-ce que ça va transformer les choses ? Alors, si on part d'un projet from scratch, donc encore une fois, aujourd'hui, je ne préconiserai pas. Par contre, pourquoi pas dans 6 mois, se dire, OK, j'ai le choix. Soit je fais à l'ancienne, on va dire, avec 2 lakehouse, un pour le bronze, un pour le silver, et le gold, je me mets un petit warehouse, parce qu'en gold, en général, j'ai de la donnée structurée, j'ai pas besoin d'avoir un lakehouse, je la fais simple. Et donc, je mets en place des notebooks, des data flows, des pipelines entre mes différentes couches, ou est-ce qu'effectivement, je me dis, non, je vais avoir qu'un seul objet, mon lakehouse, et je vais tout faire dedans. Et là où tu pourrais avoir un impact demain, c'est peut-être avec tes shortcuts, ton mirroring ou des choses comme ça. Voilà. Tu vois, si à un moment, ça impacte les perfs, de taper, tu vois, sur tout le lakehouse versus qu'une couche. Ou des choses comme ça, c'est ça où demain il y a un on aura vrai sujet, je pense. Voilà. Il y a un vrai axe à mettre en place sur qu'est-ce qui est le plus opportun. Alors, je pense que ça va dépendre aussi des projets, ça va dépendre aussi de la volumétrie des données, ça dépend de pas mal de choses. Et c'est ce qui va faire qu'on va choisir soit de passer sur un Materialized Lake View, soit faire à l'ancienne avec les différents. Moi, je suis plutôt à l'ancienne, où je suis plutôt plusieurs couches. Mais c'est vrai que d'avoir cette solution du Materialized Lake View, et en plus... simplifié. Au-delà de ça, et j'en reparlais avec le sujet d'après, ça montre aussi que chez Microsoft, il y a une vraie vision de se dire, il y a une vraie maturité sur le fait de se dire, OK, aujourd'hui, sur les lakehouse, pas de transformation possible. On est obligé de passer par des notebooks, enfin par des items externes. Du lakehouse, voilà, je suis obligé de passer par des items externes, donc des notebooks, etc., des pipelines, je vais pas revenir dessus, pour faire la transformation. Là, j'ai vraiment une sorte de procédure stockée-like à l'intérieur du lakehouse qui va me pouvoir faire des transformations directement dans l'item en lui-même. Donc, il y a un vrai mindset différent, mais encore une fois, hérité d'autres solutions qui existent sur le marché, qui ont déjà cette... Donc, ça montre en fait la maturité de l'objet lakehouse dans Fabric, et que Microsoft se projette sur des fonctionnalités nouvelles, en tout cas héritées de solutions tierces qui sont beaucoup plus matures. Donc ça, c'était les vues matérialisées sur la partie lakehouse. Voilà. T'as dit que tu avais 2 autres petites news. Alors j'ai une autre grosse news et puis j'en ai une dernière, c'est une toute petite, donc je vais insister sur la deuxième. Pour ceux qui connaissent, c'est DBT. Alors DBT, Data Build Tool, ça vous parle peut-être pas messieurs. Un éditeur. C'est un outil qui permet de construire, de fabriquer. On est très proche du MLV, sauf que là on s'adresse plutôt sur du Data Warehouse, donc sur du Warehouse côté Fabric. Donc là je vous montre un petit screen effectivement où il faut l'activer sur la ligne portal de Fabric. Par défaut il ne l'est pas. C'est de la preview. C'est très récent, ça fait grand boom, j'avoue. C'est DBT en natif dans Fabric. C'est DBT en natif dans Fabric. Alors jusqu'à maintenant, jusqu'à novembre-décembre, on pouvait faire du DBT. Mais simplement, on faisait du DBT sur une plateforme infra spécifique, donc sur une VM qu'on mettait dans Azure, et on installait tout le framework DBT, et ensuite on attaquait des warehouses à partir de cette structure. Aujourd'hui, à partir de décembre, maintenant on a l'item DBT qui nous permet de créer un objet de type DBT dans Fabric. Et à partir de là, on va pouvoir... Et qui est une vraie intégration, parce que c'est pas via la marketplace Fabric. Si tu l'as dans carrément le panel d'admin en activable, c'est presque comme si c'était une feature, quoi. Aujourd'hui, voilà, c'est l'item qu'on a. Enfin, alors après... et DBT qui est vraiment avec une belle présence sur le marché, qui est reconnu. Puis aujourd'hui, il y a... alors, si je dis pas de bêtises, il y a un rachat de DBT côté Fivetran, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a un vrai intérêt pour cette technologie. Je connais depuis 2022, ça date de début 2022, j'ai commencé à faire du DBT en 2022, donc voilà, c'est quand même quelque chose, et déjà à l'époque c'était très innovant, très, très intéressant. Aujourd'hui c'est beaucoup plus mature, et maintenant c'est disponible, alors, encore une fois en preview, donc attention, il y a quelques bugs, j'ai testé, c'est pas tout à fait sec, même des bugs d'affichage, etc., donc voilà. Et puis il y a une vue, je vous montre rapidement la vue avec la vue code au-dessus et puis un petit lineage en dessous pour voir un petit peu les différents modèles que ça crée. Bon, pour ceux qui sont familiers de DBT, ça leur parle. Là, l'idée de DBT, c'est de se dire, maintenant j'ai du DBT à l'intérieur de Fabric, je vais pouvoir superviser mon DBT dans Fabric, ce que je ne pouvais pas le faire avant quand c'était du déporté avec du Airflow, etc. Pour moi, l'avantage de DBT, donc
Il y a de la transformation. Alors, ça se connecte qu'à des warehouses, à des sources Snowflake, à du SQL Server et du Postgre. Pour l'instant, ce sont seulement ces sources-là. Alors, le problématique, c'est que ta source est également ta destination. C'est que tu connectes à un warehouse, tu récupères les données, les tables ou voilà, les éléments que tu as dans ton warehouse et tu recrées des nouvelles tables dans ton warehouse. Donc, c'est vraiment mono-source, mono-destination. Hein. Ça, c'est le principe. Voilà. Et après, là où je vais un peu râler, c'est encore une fois, c'est pas tout à fait sec, mais ça, on est encore en preview, voilà. Par contre, effectivement, je pense que la vision de Microsoft, c'est de dire, OK, on a un produit qui est mature sur le marché, qui est très utilisé par pas mal de développeurs, donc côté data, je mets à disposition de ces personnes. Je pense pas que ce soit destiné à des personnes qui sachent pas faire du DBT. C'est plutôt pour des mecs qui sont très bons en DBT, qui font déjà c'est beaucoup. toujours la proposition de valeur de proposer plusieurs cartes à jouer en fonction de tes skills. Et le vrai plus par rapport à du DBT un peu traditionnel, on va dire, c'est la simplicité de configuration. C'est-à-dire que derrière, voilà... Comme la promesse Fabric, c'est géré c'est côté en 3 MMS, clics, on paramètre. Alors que, click to deploy. Parfois, c'est un petit peu... C'est pas que c'est compliqué, mais il y a du YAML à éditer, etc. Là, ton YAML, tu n'as même pas besoin de l'éditer. Tu es directement en mode graphique. Et tu paramètres directement ton accès à la source. Sur ce point-là, Nico, c'était l'arrivée de DBT officiellement dans Fabric en tant que composant natif, encore en preview. C'est pas sec, mais par contre, il y a la vraie promesse du facilité de déploiement. Tu as bien conclu avec ça. Voilà. Ta dernière news que tu voulais nous évoquer sur le sujet. Dernière news, toute simple, c'est sur la partie Fabric capacité. Finalement, on a pris le titre de la thématique et c'est la dernière que l'on fait. Alors, c'est la petite news, mais c'est la seule qui soit en GA aujourd'hui, enfin vraiment qui ne pose pas trop de problèmes. C'est la possibilité de modifier la taille, donc le niveau de SKU d'une capacité d'essai. Hein, par défaut, vous le savez, une capacité d'essai dans Fabric, c'est une F64, alors une pseudo F64, ça va, mais c'est pas vraiment une F64 au sens propre du terme. Voilà. Et puis, en fait, on peut maintenant basculer sa capacité d'essai sur une F4. Beaucoup plus léger. Donc et quel est l'intérêt ? Ou F64 Voilà, c'est F4 ou F64. Il n'y a pas le choix entre les deux. L'intérêt de ça, et je terminerai là-dessus, je sais qu'on est timeboxé, c'est qu'on va pouvoir faire du développement, parce que les capacités, c'est quand même pour tester, etc., sur un niveau de SKU bas. Donc ça évite ce qui se passait aujourd'hui, c'est que les mecs, ils y allaient comme des bourrins sur les F64. Ouais, c'est génial et tout. Je passe en prod, je me mets une F16 ou une F32 parce que ça coûte cher, j'étais F64. déçu. Et là, mon truc fonctionne plus, c'est super lent. Bah oui, parce que tu as fait tous tes tests sur une F64. Et ensuite, tu passes en prod sur une F32. Donc ça permettra de faire le grand écart, mais au moins de regarder un niveau de capacité moindre, commencer à réagir. De tester sur une F4 pour voir ce que ça donne sur une F4. Un peu mieux dans les usages. Ensuite, pouvoir déployer ça dans une. Donc c'était quand même Fabric en pilote d'essai avec 2 previews et la possibilité en général, exactement, de pouvoir maintenant tester aussi de la F4 en essai. Et je le recommande. Et c'est assez important quand même parce qu'il est vrai qu'on n'avait que sur le trial finalement la F64 qui est tout de suite la grosse machine, ça marche bien, on est content surtout quand on fait des petits tests, mais des fois non représentatifs. C'est le piège en fait, c'est que Microsoft te dit regarde c'est super, ça fonctionne bien en test, et là toi tu vas en prod et là tu es obligé d'avoir une F64 on va pour passer faire à Kevin du coup. Challenge. Copilot passe à la caisse. Explique-nous, c'est quoi cette news ? Quelques petites news speedrun, vous allez voir, Antoine, je compte sur toi. Alors, pour rappel, Copilot et M365 Copilot, deux produits différents. Là, le passe à la caisse, c'est le Copilot grand public, partenariat avec PayPal. Donc, Copilot aujourd'hui a déjà, on va dire, 192 000 boutiques, partenaires, on va dire, de commerciaux pour pouvoir acheter, en fait, directement depuis Copilot des articles. Donc, je fais ma recherche et j'achète depuis Copilot. Et du coup, PayPal est un partenaire maintenant comme solution de paiement directement dans Copilot. Alors, on a mis quand même la capture d'écran pour rappel. Ça, c'est le Copilot grand public, d'accord ? PayPal et Stripe. Et Stripe aussi, tout à fait. Exactement. PayPal et Stripe. Et le KPI qui est intéressant, avec Copilot, avec les interactions, les marchands ont constaté 53% de chances en plus de transformer du coup du lèche-vitrine, du lèche-site en achat. Ça, c'était la news. Donc, ne pas confondre en plus en rappel Copilot grand public et M365 Copilot. Donc alignement de Copilot du coup grand public sur ce que propose ChatGPT, le paiement direct maintenant chez le e-commerçant, donc notamment via ces deux partenariats en effet, Stripe et PayPal. Ensuite, en nouveauté M365 Copilot, il y en avait plein, on a focalisé sur quelques-uns. Il y a des nouveaux agents en frontière qui sont arrivés pour Word, Excel et PowerPoint. Focus sur la partie PowerPoint qui est vachement intéressante parce que maintenant, depuis le chat, on peut appeler cet agent pour dire fais-moi la presse par rapport à tout ce qui s'est dit plus haut.
Modèle de raisonnement derrière, donc il se casse vraiment la tête slide par slide. Il demande la longueur qu'on veut, le style, plutôt visuel, pas visuel, quel template. Aujourd'hui, ce sont les templates mis à disposition par Microsoft. Ça prend à peu près 10 à 20 minutes pour générer les slides, mais par contre, ça fait quelque chose de plus sympa et tout est éditable. Donc, contrairement à un notebook LM côté Google qui génère finalement des images mais qui sont plutôt propres, là, je peux modifier dans PowerPoint et tout est objet PowerPoint. Donc, les graphiques avec des données derrière, les puces, les visuels, les images, voilà. Ce qui va arriver normalement par la suite, c'est la prise en compte de la charte graphique. Donc, C'est ce que j'allais dire. Il faut un template un peu. Donc ça, parce c'est que en frontière. Là, c'est en frontière. Ok. Donc, Alors, on se rapproche enfin de la promesse des copilotes PowerPoint. Hein. Le template, on l'a vu, nous, dans des sujets plus tech, dev. La problématique qui bloque, on l'a vu parce que côté Copilot Studio, on l'a fait d'utiliser un template d'entreprise. Le gros bloqueur, c'est qu'est-ce que la notion de template PowerPoint. Et en fait, il faut être hyper strict dans les masques de diapositives. Parce que ce que les gens entendent template, c'est avec Bob à la machine à café, on a mis 2-3 images et on a dit que c'est le template. Qui dans pèse des slides. 50 mégas l'image. Voilà. Et puis surtout, les gens ils copient-collent et ils éditent les slides. Un template, c'est pas ça. Ce sont les masques de diapo. Et dans les masques de diapo, c'est utiliser les placeholders officiels de texte. Si vous faites insérer un champ texte, ce n'est pas reconnu comme un template de champ texte dans un slide. Donc la difficulté pour Microsoft, et c'est pour ça qu'ils imposent les modèles, c'est que nous on l'a vu côté dev, c'est que le fondamental profond de qu'est-ce qu'un PowerPoint est un problème pour utiliser des templates en fait. Tout à fait. Et il y a un site côté Microsoft avec les tailles. C'est comme des tailles de vêtements, il faut penser S, M, L et même XL. Il y a même double XL. Ouais. Donc ça, c'était la première. Le deuxième, c'est un nouvel agent, Admin Content Governance, qu'on attendait depuis un certain temps. Il est plus pensé, alors donné au sens global Microsoft 365, mais vraiment un focus SharePoint. Et en gros, on peut demander à cet agent de nous fournir un état des lieux de tous les sites SharePoint qui est en place. Quelles sont les permissions uniques dans les sites SharePoint qui traînent, le poids des sites, des actions en termes de préconisation, et qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser. Il fait même les scripts PowerShell et autres. Alors, il n'exécute pas, c'est vraiment un outil de reporting, donc très intéressant. Ça suit les droits de l'utilisateur qui est connecté, et du coup, il faut avoir des autorisations suffisantes côté SharePoint, parce que sinon, il va faire uniquement sur le périmètre auquel on accède. Heureusement. Normal. Ça va Ce qui est aller, déjà normal. Ce qui est trop bien. J'ai fait quelques petits tests en disant, tiens, cite-moi tous les sites SharePoint auxquels je suis rattaché qui datent d'une certaine date. Il liste tout. Et comme il y a du Work IQ derrière, il fait les préconisations en disant, est-ce que tu veux que je te mette ça sous la forme de tableau et que je te fasse un tri directement et autres. Donc c'est vraiment ça va alléger les accompagnements sur la gouvernance SharePoint, le temps d'implémentation d'une bonne gouvernance. Même les analyses pour migration. Tellement. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, ça se rapproche de Romain. Alors, il y a Agent Builder a été renommé l'année dernière en Copilot Studio Lite. Donc ça permet de créer des agents directement depuis M365 Copilot. Aujourd'hui, quand c'était créé, c'était complètement dans l'univers Copilot, donc il n'y avait pas de possibilité, à part côté admin, de changer de propriétaire, d'industrialiser ça, ce qui était problématique. Aujourd'hui, il y a un petit bouton, on peut maintenant cliquer sur Copy to Copilot Studio, donc il va créer dans l'environnement de notre choix Copilot Studio cet agent-là, donc c'est une copie, c'est vraiment une copie, mais l'avantage pour les admins, avec le portail agent 365, on en parlera la prochaine fois, c'est que désormais, je peux changer de propriétaire, je peux bloquer des agents, supprimer des agents, mais maintenant, le propriétaire peut copier pour Copilot Studio pour qu'on reparte sur de bonnes bases, gouvernées, etc. Alors, je mets juste un petit warning. Donc, c'est de la preview, ça, tout le monde s'en doute. Hein. Non, là, c'est pas... pourquoi je dis ça, pourquoi moi je le considère, c'est qu'il y a plein de features Copilot Studio Lite qui n'existent pas en Copilot Studio. Donc, déjà, par exemple, de base, tu vas chercher dans tes Teams, tu vas chercher dans tes mails, tu vas voir l'annuaire d'entreprise comme étant chercheur de compétences. En fait, toute la partie Copilot 365 que tu as fait dans ton Copilot Studio Lite n'existe pas par définition dans Copilot Studio, parce que en fait, Copilot Studio va s'adresser à des gens qui n'ont pas Copilot 365. Enfin, pas forcément, pas uniquement, mais potentiellement. Et en fait, tu vas avoir quand même une perte de fonctionnalité. Donc, c'est quand même... Mais n'oubliez pas, Copilot Studio, c'est du maker très avancé. C'est aller plus loin. Donc c'est aussi une sensibilisation de dire que potentiellement il y a des features qui vont se perdre temporairement, puisque Copilot Studio a en preview frontière les connecteurs Copilot 365, les connecteurs Teams, Agenda, tous les trucs que j'ai dit qu'il n'a pas, ils sont en frontière preview. À minima SharePoint déjà. Non, mais il y a SharePoint là. Je veux dire, c'est que les features Copilot 365 que tu vois à ton échelle,
qu'on peut perdre, elles sont en frontière preview depuis 3 mois. Ah oui, Donc, ok. c'est pour ça que moi, je considère que même si c'est de la GA, le bouton que tu appuies, il y a tout un pan de ce que tu peux faire en Copilot Silverlight qui est en private, en Preview côté, frontière preview, côté Copilot Studio, full, et que donc, du coup, voilà. Mais par contre, c'est une super bonne nouvelle, c'est génial. Grave. Parce qu'en fait, ça te permet de prototyper rapidement et d'envoyer ton prototype de l'autre côté. Et télécharger en zip aussi, parce que si on n'a pas le droit de mettre sur le bon environnement, au moins on peut le télécharger en zip. Ah ouais. L'avant-dernière news, c'est infographie dans Researcher. Ça, c'est trop bien. c'est cool. Researcher balance plein d'infos, c'est ultra impressionnant. Maintenant, il y a un bouton. Quand on clique sur infographie, alors, pas infographie telle qu'on se l'imagine, mais c'est déjà pas mal. En fait, il fait une synthèse qui est vachement bien. Donc, il génère du code HTML dans un composant page loop. Et en fait, il y a un bouton qui était apparu à l'époque avec App Builder, du coup, qui est dispo, Copilot en profite. On appuie la préversion en activant, et en fait, il fait tout le visuel qu'on peut exporter ensuite comme une image ou ajouter dans un workspace loop ou dans un notebook. Vachement bien, Copilot. parce que l'exercice de l'infographie est clairement pas Et quelque chose de facile. c'est énormément de L'organisation des idées, des visuels et tout. Donc, pour beaucoup de gens, d'avoir cette proposition de valeur pour montrer leur travail Et c'est et le impressionnant. résultat un peu sympa. Faut juste se préparer, que bien identifier le style qu'on a vu, parce que comme ça, on saura sur LinkedIn qui c'est qui a fait des Exactement. infographies avec Gemini et qui c'est qui les a C'est fait une avec Copilot. préversion, mais c'est franchement pas mal ce potentiel. c'est Et la clair. dernière, et je serai Ouais. dans les temps, Antoine promis, c'est le nouveau modèle d'image. C'est fait passer un peu en sous-marin fin d'année dernière, parce que c'était le Sora 2 qui était plus mis en avant dans Copilot Voilà, que ça. En fait, le modèle d'image côté OpenAI, côté ChatGPT, il s'appelle Imagen maintenant. Avant, c'était DALL-E. Et il y avait la version 1.0 qui était déjà un grand bond côté DALL-E. Donc, c'était ce qu'avait Copilot. Sauf que là, OpenAI avait annoncé l'année dernière Imagen 2, enfin 1.5, pardon. Et du coup, le 1.5 est arrivé fin d'année dernière côté Copilot. Donc là, c'est pour le même prompt, une comparaison entre Imagen 1.0 à gauche et Imagen 1.5 à droite. Donc, plus de réalisme. Il n'y a plus la teinte En jaune, fait, jaunâtre. aussi. jusqu'à maintenant, les photos, Ouais. elles avaient un côté très lisse et très photoshopé, en fait. Et tu sens qu'aujourd'hui, on joue beaucoup la comparaison sur le côté réalisme, plus photos prises dans la rue, un peu plus teinte réelle des Ouais. visages. Maintenant, moi, Alors, hier, j'ai fait un tour sur l'Arena Image là, qui compare tous les modèles. Tu parlais de Banana de chez Bah, j'allais Google. y venir, Et justement. tellement loin la suite Google sur l'image. J'allais- Je crois que juste derrière, ils mettent Flux. Si Ah je oui, dis pas de l'autre bêtises, modèle. qui est en gros encore ceux qui tiennent sur le marché, mais Alors, j'allais y Ils venir. sont largement devant. quoi. C'est mieux. notamment sur la manipulation, le fait de garder la cohérence des visages et tout C'est ça, ils sont loin Ouais, devant. En déjà fait, c'est parlé, mieux effectivement. qu'Imagen 1. C'est une bonne Exactement. mise à jour. Mais quand je compare à Banana, côté Gemini, il y a du En fait, taf. si la tu veux marque, faire il y a une du belle taf. image comme ça, ça va marcher. En effet, ça devient très professionnel et tu Quand seras tu pars de content. zéro, Tu l'as enfin, dans Copilot, ouais, tu vas être ouais. content, tu vas Ouais. faire plein de choses avec. Il n'y a pas de débat. Si tu fais de la Par retouche, contre, typiquement, ce qu'on appelle le in-painting, le fait de pouvoir dire, tu me gardes bien ce visage-là, mais tu le mets Ouais. dans une autre situation, tu le changes, etc. Aujourd'hui, de loin, c'est encore Google qui tient le truc. Tout à fait. Et, Avec Banana. Mais est-ce qu'on le veut? Enfin, c'est quoi l'usage de prendre le visage de quelqu'un et de le bouger en dehors de faire quelque chose de typiquement, mal? tu es en marketing, tu as une mascotte. Tu veux pouvoir la mettre dans plein de conditions pour tes campagnes marketing, tu vois, et le fait de pouvoir conserver la cohérence de ta mascotte sans qu'on t'ait des variations de ta mascotte. Tu as l'impression que c'est un peu la même mais pas vraiment la même. Aujourd'hui, c'est ce que tu as besoin de faire. Ou alors de travailler une image que tu as produite ou que tu as déjà, mais que tu voudrais changer une partie de l'image pour un autre besoin et juste dire cette partie-là, tu me l'enlèves bien et tu me fais ça. Aujourd'hui, ça va te demander beaucoup plus d'efforts avec ces modèles-là parce que tu vas avoir plus d'essais qui vont casser finalement, qui auront un résultat impropre, que le côté très ciblé aujourd'hui d'un Banana où quand tu lui dis exactement ça, je le veux pas, tu le sors, tu le remplaces par ça, c'est presque photoshopé. Tu as fait un détourage magique et ça te l'a remplacé sans aucun impact. Voilà, c'est la Donc retouche photo. c'est plutôt le côté venir vers des niveaux de retouche photo incorporés demain avec Copilot pour des équipes marketing, où là on a un beau côté pour la production d'images de zéro. Tu as besoin d'un concept, tu as besoin d'un truc, plein de trucs avec, encore je le dis, c'est par rapport à ce qu'on faisait il y a 2 ans avec DALL-E, etc. Ça n'a rien à voir et on est déjà à un très haut niveau. On se flagelle toujours un peu de ce qu'on a, mais c'est déjà un très haut niveau. Par contre, si tu compares les benchmarks, il y a une longueur d'avance chez Google. C'est pour ça que Banana Encore est aujourd'hui intégré avec dans la Banana. DALL-E et pas Exactement. Imagen. Ouais. C'était tes sujets, Kevin. Yes. Donc moi, ce que je retiens, donc l'arrivée du paiement, du coup, notamment sur les versions grand public de Copilot, qui suivent un peu les tendances chez ChatGPT, du coup, qu'on avait lancé par OpenAI.
des nouveaux agents avec l'agent PowerPoint qui a l'air vraiment sympa, notamment les infographies aussi proposées dans Researcher, très sympa. Et le dernier, c'était les Copilot Studio Lite, les apps créées en tout cas côté Copilot M365 qui peuvent être rendus disponibles côté copié, le clonage du projet finalement, avec peut-être perte de certaines fonctionnalités comme l'alarmait, le relevait Romain sur la partie Copilot Studio. Yep. Pas mal de choses pour un mois de janvier. On est Vous l'avez dit, hein, on revient, on est chaud. On va passer, on revient sur une petite news du coup Fabric que je voulais vous évoquer. Donc pourquoi Fabric rentre en osmose avec l'agentique? Alors c'est un sujet tant data que IA presque. En fait, Microsoft a annoncé le rachat d'une société. C'est assez rare, donc c'est assez intéressant pour le dire. Qui s'appelle Osmose. Désolé Osmose, je vous ai rajouté un vilain E, mais c'était pour le jeu de mots. Donc Osmose qui était déjà présent dans les ISV produits par Fabric. Alors vous le savez, on l'avait évoqué, Fabric a un workspace ISV, c'est-à-dire qu'on peut en tant qu'éditeur venir proposer un peu comme les apps dans Teams, une intégration de son apps plus adaptée à son exploitation dans Fabric et vraiment être disponible comme presque une feature, c'est pas une feature, mais un bouton auquel on va accéder et derrière on va avoir le workspace de l'app avec surtout l'interface que l'éditeur souhaite. Donc pour le coup c'est vraiment une app dans Fabric. Et du coup on avait cette entreprise qui s'appelle Osmose, qui existe depuis longtemps a priori, mais qui avait adapté 2 produits dernièrement à l'écosystème Microsoft Fabric, a priori qui ont fait suffisamment de bruit pour être rachetés par Microsoft, c'est pas rien. Alors, ce qu'ils proposent, c'est des agents. Donc, d'où le côté vraiment agentique. Ils ont développé 2 agents. Donc, on a l'agent Data Wrangler, le data wrangling, le fait de pouvoir, en gros, partir d'une donnée un peu vrac et de la rendre utilisable dans un écosystème data. Alors, on les voit à l'écran. Je vais commencer par le deuxième. Et on a l'agent Data Ingénieur. Donc, en gros, qui va vous permettre de construire des pipelines de données complets à partir d'une description. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on va voir sur quelques écrans, c'est que c'est un peu la même philosophie. Alors déjà, c'est de vous faire gagner du temps sur la préparation de données et sur... Alors, c'est ce qu'il vous exprime, le data engineer, on le voit à l'écran, c'est Execution Ready Spark Notebooks. Donc, en gros, je vais plutôt qu'aller coder tout de suite mes notebooks de transfo, je vais décrire les transfos que je souhaite avoir et il va me préparer le notebook associé. On voit le côté automatisation par l'AI et AI for Code. En gros, c'est un vrai accélérateur. Je décris ce que je veux. Ça me crée mon pipeline, ma transfo associée. Donc ça, c'est le côté data engineer. Et quand on voit le data wrangling, c'est la même chose. C'est que je vais montrer des fichiers que j'ai, donc ce qu'ils appellent la messy data, et notamment souvent ils expriment tous les fichiers qu'on souhaite pas trop avoir, en tout cas des factures, des PDF, des scans, c'est un peu toute cette donnée qui est compliquée, et on a plein de sujets ensemble, Nico d'ailleurs, qu'on traite. Aujourd'hui, tu te dis, je vais utiliser de l'OCR, je vais aller prendre du Azure AI Content Understanding pour extraire la donnée, etc. Et derrière la normaliser côté Fabric. Là, il y a une promesse, en gros. Donc, on va retrouver l'app. J'ai un petit screenshot à l'écran qui est du coup le workspace Osmose, du coup. Donc, avec l'intégration, avec les features. C'est vraiment comme si on avait un workspace dans Fabric, une expérience. Et après, on va le voir du coup sur le côté. Alors, de mémoire, on est sur le côté data engineer. Qu'est-ce que tu as à l'écran, du coup? Tu sais plus dans quel ordre tu es, c'est normal. Donc on va voir le côté Generate Notebook. T'as ton petit wizard qui explique que voilà, c'est vraiment ça la philosophie. C'est qu'à l'écran, j'ai décrit finalement ce que je voulais. Derrière, je crée sur générer le notebook et ça me crée mon notebook de transformation. Et on va le voir sur toute la partie où tu as marqué ERP Data. C'est ça que ça montre. C'est en gros, qu'est-ce que le notebook va faire, doit faire. Je suis vraiment dans un côté descriptif. Et c'est cette mission, en gros, que mon agent va permettre d'atteindre. Je lui ai expliqué le contexte, j'ai donné c'est quoi ma source, j'ai donné c'est quoi l'ERP, j'ai décrit fonctionnellement les étapes attendues. Et en gros, ça va me préparer le terrain avec un notebook associé auquel j'aurai accès, bien évidemment. Donc, on le voit sur la partie ERP, on le voit sur la côté SAP Supplier Data Ingestion, par exemple. C'est un peu toujours la même philosophie. Et du coup, c'est que en fonction, je vais avoir soit
mon data engineer qui va être là pour faire les transfos, soit mon data wrangler qui va être là pour normaliser ma donnée. Alors les exemples, notamment, c'est dans un fichier, j'aurais quelque chose à un moment dans un Excel qui s'appelle CustID, et en fait dans ma table c'est Customer ID. Ouais. Bah, mon data wrangler, il va faire le rapprochement et il va dire en fait CustID ça correspond à Customer ID, donc je le renomme déjà et je vais peut-être faire un peu de cleaning au passage pour que ce soit prêt à ingérer côté table. Donc voilà, il y a pas mal, il y a une vidéo assez sympa qui est disponible que vous pouvez regarder sur le site d'Osmos. On va peut-être pas tout passer aujourd'hui à l'écran, je regarde rapidement ce que j'avais. Si tu peux avoir un truc sympa, tu as un moment Antoine, la partie sélection des fichiers. Où on voit vraiment qu'on va pouvoir donner en gros à partir du OneLake en vrac des fichiers PDF, toutes mes factures, invoice, et à partir de ça finalement je vais passer dans une queue de traitement. Je vois le côté queue à l'écran et le côté donc c'est ton screenshot d'après Antoine, c'est désolé c'est peut-être pas préparé, my bad, et donc là on voit sur le côté, non c'était celui d'avant que tu avais mis, ce qui était très bien, voilà. Donc là on voit toutes mes invoices, mes factures qui passent dans une queue de traitement, on voit le côté AI processing et on voit le côté AI ready for review, c'est-à-dire qu'ils font pas ça brut globalement, c'est traité, c'est extrait et après sur l'écran on va le voir, c'est qu'on a une proposition finalement de ce que l'AI a extraite, screenshot d'après du coup pour aller au bout de l'exercice. Voilà. Et là, je suis dans du modifiable. Donc, je vais pouvoir valider, approuver les intégrations ou non. Je trouve ça assez fort. Alors, ça existait déjà. S'ils ont été rachetés, c'est que ça marchait fort, très certainement. Nous, c'est vrai qu'on est souvent très peu éditeurs tiers dans notre philosophie, la manière dont on bosse, mais à défaut, parce qu'il y a des super solutions sur le marché. La preuve avec Osmos. Et du coup, on voit qu'on a tout un parcours donc d'expression en langage naturel pour les transfos que l'on veut. On donne du contexte à l'agent, on lui explique les sources, on lui explique ce qu'on va faire, ça génère des notebooks qui seront modifiables par la suite et ça me crée mon pipeline de transfo. La partie ingestion de données non structurées et du coup data wrangling, je vais avoir du Excel, je vais avoir du PDF, le tout un peu mélangé. Bah là, on a une AI, on a un agent qui traite, qui extrait tout, qui essaye de rapprocher ça des tables cibles qu'il connaît et du coup de me proposer via une interface de validation ce qu'on peut déjà intégrer prêt à l'emploi. Belle promesse. Ça va être natif dans Fabric. C'est important. Et alors, tu souris parce que je sais que derrière, il y a peut-être plein d'enjeux et que j'ai le côté très marketing d'expliquer que c'est magique. Maintenant, ce que j'aime, c'est le côté low-code. C'est qu'en fait, la promesse de Fabric, c'est aussi pour tous les usages. L'OCR, c'est une vraie année où on doit souvent sortir de l'écosystème Azure, enfin en tout cas Fabric pour aller vers les services AI Azure, venir compléter, et peut-être pour une entreprise qui est très pro Power BI Fabric, on leur ramène de la complexité en leur mettant de la solution qui tourne. On leur ramène du licensing Azure, en plus, du pay-as-you-go et tout. Tu pourrais tout faire dans Fabric. Bah là, dans Fabric, tu as peut-être une petite engine embarquée qui te fait ton océrisation, qui propose la validation, qui fait des choses. J'aime bien cette vision agentique dans Fabric, moi ça me plaît beaucoup, je vous le dis. Alors c'est les futurs copilotes, globalement ça s'appelle Osmos aujourd'hui, mais ça sera des agents, c'est ce que j'allais dire en fait. Des data agents, des choses comme ça, ils vont peut-être le rebrander. La promesse était déjà un petit peu là avec Copilot pour générer tes pipelines, pour générer ton notebook. C'est juste que là, en fait, tu as un accompagnement bout en bout. Exactement. Avec des agents très user-friendly qui, en fait, tu les actives et puis après... Et surtout, Copilot te générait dans la converse, finalement, ce que tu avais besoin. Là, tu sens que tu as des étapes de validation, une vision plus applicative et solution du traitement de ce que l'AI t'a fait. C'est plus accompagnement. Plus accompagné. Donc voilà, donc c'était... Pour moi, c'est important parce que, comme tu l'as dit, on parle moins éditeur tiers. En fait, ce sujet-là, dans le monde de l'IA Pro, moi je touche sur des use cases assez transverses au quotidien, dans le monde de l'IA Pro, c'était invisible de Microsoft, entre guillemets, enfin, des gens qui font de la solution. C'est pour ça que Microsoft l'a acheté, parce que moi, chez tous mes clients qui ont dépassé le stade de je veux juste faire un gentil GPT qui parle sur des docs plus ou moins complexes, dès qu'on veut faire des projets d'IA avec un vrai ROI qui vont apporter quelque chose, on se retrouve face à la réalité du monde de l'entreprise, la doc importante. C'est la doc importante, elle est comme ça, elle est dans toute source de documents que tu as cité, tout ce que tu peux choisir, et le premier projet qui est fait pour qu'on puisse faire de l'IA, en fait, il passe par plein de startups. Aujourd'hui, c'est le bazar des startups. Moi, tous mes clients, ils ont 36 startups qui proposent des solutions comme ça pour récupérer la data dans ces documents. Microsoft fait un pari. Moi, ce que j'aime... Donc, mais ça, c'est bien, c'est que Microsoft, moi, ce que je veux dire, ils le mettent dedans leur solution.
Hiryu 11, si je dis pas de bêtises, qui nous pose 2 questions. Est-ce que cela signifie qu'on pourrait construire les codes juste avec une description textuelle ? C'est la promesse, en effet, de la partie data engineer là, de Osmos dans Fabric. Et Hiryu a des a priori, alors on peut tous en avoir, pas de débat, on le testera, on validera après. Comment rester maître et challenger à chaque fois cette IA ? Ce que j'aime, moi, c'est cette interface de validation. En fait, dans la promesse, on voit le côté human in the loop, c'est ce qu'on cherche à faire, plutôt que de te dire bêtement, t'as une IA qui t'accélère, qui te fait tout à ta place. Là, t'as un côté revue, où tu repasseras, où tu valideras, et j'aime bien cette promesse-là de dire, en fait, voilà, c'est un outil, c'est un accélérateur, mais tu restes à la manœuvre, tu vas pouvoir checker, vérifier, peut-être demain améliorer, il y aura peut-être des process de review, etc. On n'est pas allé deep dive, en toute transparence, on s'est regardé les quelques vidéos et c'est tout. Aujourd'hui, on n'a pas pu tester, mais ça interroge en effet, et je comprends que tu sois dubitatif, Hiryu. Pour terminer, malgré tout, ce que j'aime, c'est qu'on voit que Microsoft veut que Fabric soit le plus complet possible. Et quitte à racheter des solutions, il y a des trous dans la raquette. Le data wrangling, c'est souvent un gros sujet, le côté préparation de données. Et de dire, il y a des éditeurs qui le font très bien. Mais pourquoi on les intègre. Et surtout, arrêter d'avoir des petits... Il y a des BT, tout plein de startups on l'intègre en natif, ça marche bien, ça plaît à une partie de la population. Et du coup, entre partenariats intégrés façon DBT Databricks ou un rachat, on va avoir une solution qui va faire beaucoup de choses et moi je trouve que ça va dans le sens de l'histoire. Parce que tu as déjà le data wrangling, alors je fais une petite parenthèse, tu as déjà le data wrangling dans les notebooks. Exactement. Tu as une fonctionnalité data wrangling un peu en mode user-friendly avec... mais c'est pas de ce niveau-là parce qu'il n'y a pas d'IA en fait. Là encore une fois, la IA, c'est le côté OCR et le côté rapprochement intelligent qui te dit tiens, ça correspond à ça, je te propose le mapping intelligent. On peut faire un mapping avec la revue derrière que tu peux faire de bout en bout. On va terminer sur la news Fabric. Du coup, alors il y avait beaucoup de Fabric aujourd'hui, vous l'avez compris, mais ce sujet était assez pertinent sur le côté stratégie de marché IA intégrée dans Fabric. C'était important de le citer, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux. Et on va terminer avec toi, Romain, sur Intelligent Industrial. Yes. C'est parti. On dirait la fin d'une playlist, tu sais, la dernière chanson, la musique à 2h du mat. C'est ça. Et du coup, moi... Vas-y, dis-nous tout. Première news dont on avait déjà parlé le début, ça concerne, elle est moins visible, il n'y a rien à dire visuellement sur celle-là. C'est donc plus on une revient annonce. côté Copilot Studio quand même, c'est juste ça, pour préciser. On va parler, on revient sur Microsoft un petit peu dans cette émission. Et donc du coup, globalement, le sujet, on en parlait, c'est l'IA Claude. On avait dit qu'elle commençait à arriver chez Microsoft il y a un petit moment. On commençait à la voir sur activation, désactivation, qui avait le petit souci d'être exécuté chez Claude. Voilà. C'était un petit souci dans le monde pro. C'était un mignon jouet. À la différence de Copilot qui est dans votre tenant M365, le partenariat avec Claude jusque-là de Claude for Copilot, avec maintenant un logo différent, je crois, carrément, il me semble. Il y a un agent à part entière. Ça appelle chez Claude. C'est ça. Et donc là, le sujet maintenant, c'est qu'ils ont fait le gros mot technique, ils ont fait des subprocessors. En gros, globalement, ils ont comme la version GPT qui est le cœur de Copilot aujourd'hui, il y a cette version Claude, donc Opus et Sonnet 4.5, qui existe à l'intérieur du tenant de chaque entreprise et de chaque client. Et pourquoi c'est important ? Parce que Ça a été exprimé comme ça ou oui, clairement. Clairement. C'est simple et efficace. Ils l'ont annoncé le 7 janvier et c'est en rollout. Donc on a vraiment Claude dans Azure maintenant. C'est ça. En tout cas, dans tout l'écosystème M365. Avec le même niveau de sécurité du coup que ce qu'on a aujourd'hui avec OpenAI, avec Copilot, en disant attention, on ne balance pas les données côté... Et pourquoi Claude ? Et pourquoi pas un autre ? C'est pas qu'une question de copains. C'est une question, c'est que bien sûr, dans Azure, on a 11 000 modèles. Voilà, on pourrait se dire, très bien. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est le complément. Aujourd'hui, Copilot est pensé GPT-like. Et il lui fallait un complément pour tout ce que GPT n'a pas été fait. Un peu comme chaque être humain a ses forces et ses faiblesses, chaque modèle d'IA a ses forces et ses faiblesses, il n'y en a pas une magique. C'est clair. GPT, c'est l'expert de faire du RAG sur de la data et de vous faire des synthèses, des résumés, des comptes rendus, de la recherche approfondie. C'est son job. Mais il va prendre une question, un sujet, une thématique, un peu échanger avec vous dessus, pour faire cette recherche. On a toujours dit, en raccourci, moi je trouve que c'est un très raccourci réducteur, Claude, c'est l'IA du développeur. C'est l'IA qui sait coder. La question à se poser, c'est pourquoi c'est l'IA du développeur et donc pourquoi elle est intéressante dans l'écosystème Microsoft. C'est qu'elle, on va la considérer déterministe.
on raconte tous les gens qui ont parfois suivi des formations IA en entreprise, on leur a toujours dit ChatGPT, c'est comme ton collègue à la machine à café, tu lui poses 3 fois la même question, normalement, au bout de la 3e, 4e fois, il répète pas la même chose. Voire dès la première, si t'es tôt le matin. C'est un peu la même avec ChatGPT. Claude, question, réponse, toujours identique. Il est déterministe. Donc ça, déjà, ça peut être très intéressant. Il va avoir d'autres compétences d'analyse, il sait faire des choses, mais lui, il va être déterministe. Donc déjà ça, quand on veut commencer à faire des solutions pro, ça peut être intéressant. Deuxième point, pourquoi on dit que c'est l'IA du développeur ? Là où un GPT, c'est le philosophe de l'IA quand il te répond, qui va te faire une copie digne du bac de philo dans sa façon de te répondre et d'aborder le sujet, mais qui est très intéressante. Claude, lui, c'est la version bac scientifique. C'est-à-dire, il prend ta question et il la découpe en micro-tâches. Et c'est pour ça qu'il devient déterministe. C'est qu'il a une logique de découpage de ta question en tâches. Et pour chacune de ces tâches, il va exécuter de l'IA pour t'apporter une réponse. Et à la fin, il rassemble tout. Donc, en limite, c'est comme s'il faisait du sous-agent à l'intérieur même de lui-même. Donc, forcément, quand tu vas commencer à travailler sur des flux, sur des process, quand tu vas lui mettre un prompt qui décrit des étapes à suivre, on se rend compte que GPT, suivre des étapes, le prompt, il faut être solide. Il faut vraiment lui dire, tu es à l'étape machin, tu dois aller à l'étape truc. Enfin, tu peux pas lui dire, 1.1, 1.2, 1.3, il n'y arrive pas. C'est compliqué. Claude aussi donc, va apporter ce déterminisme et cette capacité à suivre vraiment et exécuter des plans d'action et des étapes. Et c'est pour ça, en fait, en vrai, dans le raccourci, c'est un développeur. Parce qu'il sait découper des tâches et les exécuter toujours de façon efficace et efficiente. Et tu as un autre point à noter aussi sur l'intérêt pour Claude sur le marché. C'est Anthropic a monté Claude en voulant proposer une IA générale plus éthique. Oui. Et du coup, Bien sûr. ont une transparence beaucoup plus forte. Notamment, les prompt systems de Claude sont régulièrement publiés. Alors qu'on pourrait dire, ils l'ont donné, on va les hacker. Non, eux, ils disent, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on lui a dit comme instruction pour qu'il soit comme ça. Et du coup, il y a une vraie transparence aussi, il y a une volonté un peu éthique de positionner en accord avec le marché. C'est intéressant. Voilà. À noter, Romain, aussi que du coup, dans la lignée de ce que tu dis, donc l'arrivée de Claude, là, côté officiellement tenant Azure, ils ont annoncé l'arrivée des modèles spécialisés santé de Claude dans Foundry. Donc, bien sûr, tout ça est disponible dans Copilot Studio, etc. La news d'après, qui est fraîche de cette nuit, globalement, et qui a été... j'ai hésité à la montrer, j'ai vérifié juste avant, elle est arrivée en preview public, vraiment là, parce qu'en fait, moi, je l'ai su... on l'a d'ailleurs tous les 3 su cette nuit, et en fait, c'est un preview public depuis ce matin, donc je me permets d'en parler. À l'intérieur de la plateforme d'automatisation Microsoft, donc de tout ce qui est les flows, et donc plus particulièrement au début dans Agent Flow, qui est l'automate, le Power Automate dans la partie Copilot Studio, il y a une petite rubrique qui vient d'apparaître sous la rubrique MCP. Donc il y avait déjà des connecteurs MCP, donc on appelle Model Context Protocol. C'est ce qui remplace, on connaît les services web que des développeurs interrogent. La version MCP, c'est une IA, c'est pensé pour que des IA interrogent des catalogues de services et utilisent tous les services de façon efficiente afin de répondre à la problématique posée. Voilà. La grosse news là, c'est qu'il y a une partie MCP à l'intérieur des flux. On va le voir à l'écran. Voilà, qui est là, qui arrive à l'intérieur d'écran. Et cette partie-là, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que déjà, on retrouve les connecteurs sur des bases de données, comme Dataverse. On retrouve qui comprend les questions et les traduit en multiples requêtes techniques SQL pour rechercher dans des modèles relationnels compliqués de plusieurs tables, etc. La différence avec la version non MCP qui fait du RAG sur de la data, donc qui est limitée en termes de volume, etc. Là, on va avoir, je génère des requêtes SQL, etc. Mais on a la même, du coup, sur tous les MCP, Outlook, donc on commence à répondre à la petite problématique de tout à l'heure, Outlook, les mails, les agendas, les calendriers, et SharePoint, bientôt, qui aura son MCP. Et le gros truc intéressant, c'est pas juste, je viens de donner des connecteurs à des gens qui font des flows, parce que ça, bon, déjà, ça, c'est cool. Moi, j'apprécie, c'est pratique. C'est l'écran d'après qui est fou, en fait. Tu peux le mettre, s'il te plaît ? Voilà, ça, c'est fou. C'est ça, l'écran de paramétrage du connecteur MCP, par exemple, Dataverse. C'est du prompt. Okay. C'est du prompt. Et en plus, pas que du prompt. En haut à droite, il y a input, output, instruction. Donc ça va au-delà. C'est que là même que dans Copilot Studio ou dans un autre agent, je mets un connecteur MCP, il reçoit une instruction globale, il déduit de lui-même comment construire ses requêtes pour obtenir des réponses, il me donne une réponse. Là, le milieu, c'est le prompt system caché. Donc en fait, l'input, c'est toujours ce qu'un serveur MCP a toujours reçu, c'est-à-dire l'IA lui envoie ses instructions.
Il a à l'intérieur toute une zone on lui donne du prompt, sauf qu'on rappelle qu'on est en Power Platform, donc là-dedans j'ai du PowerFX, donc je peux écrire des formules, utiliser des variables, du code même si j'ai envie. Donc là j'ai prompt plus code plus vibe code qui reçoit une instruction en entrée, qui va utiliser tout un catalogue MCP derrière, et ensuite me sortir la réponse. Et ça pour tous les connecteurs MCP. Ça, c'est révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça se rapproche un peu de la philosophie que tu commences à avoir dans les archis, là, si je dis pas de bêtises, quand aujourd'hui tu as l'APIM côté Azure qui pilote. Donc APIM, API Manager. Ouais, l'Azure API Manager qui permet du coup justement de dire en fait j'ai mon MCP qui va appeler l'APIM et tous ses outils derrière. Ou inversement, je ne sais plus dans quelle ordre on le fait. C'est de l'IA sur de l'API management. C'est ça. Et en fait, c'est dire vraiment, c'est l'exposition de mon catalogue d'outils, tu l'as dit, le côté catalogue de services, à un MCP. Et de dire qu'en fait, j'ai plus besoin de me dire, pour de la requête, ce qui est différent de manipuler l'outil. Mais quand je vais avoir des infos dans plein d'outils, en fait, de dire, je vais les exposer via la PIM, et finalement, c'est mon MCP interagit avec la PIM, fait que derrière, j'irai ce qui était le bon outil. Sauf que là, ça va un cran encore plus. Ça, c'est le concept du MCP qu'on a eu il y a 1 an. 1 an après, moi, mais multi-outils. Voilà, c'est la différence via la PIM. Alors, non, et ce qui révolutionne, il y a 1 an, on sait cette émission parlait de la sortie du MCP, c'était cette définition. La révolution, c'est que là, c'est pas juste l'input. Et ensuite, il se démerde avec le catalogue. C'est je lui mets des instructions, voire de l'instruction code et technique qui va retravailler en plus ce qui arrive en sortie. Donc, c'est complètement fou. Et on va faire très brièvement la dernière news parce qu'elle méritera son émission à part entière, mais je voulais en parler. C'est ce qu'on appelle, tu peux le mettre à l'écran, tu l'as dit le mot, ça m'a fait sourire tout à l'heure, Human in the Loop. Donc, le Human in the Loop, on l'a pareil dans ces agents de flow. Qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. Arrive une situation, on déclenche, on dit à l'IA, je veux une validation humaine. Donc, ça envoie un mail, par exemple. Ça envoie, donc, on a des paramètres, ça envoie du texte. Donc, voilà, j'ai un peu les gens qui ont l'habitude de faire des outils d'automatisation. J'écris un message, je variabilise des textes, des noms, tout ce qu'on fait quand on envoie un email par automatisme. Par contre, je définis une liste d'inputs et donc du texte, des dates, enfin, tout ce que tu veux. Donc, je dis à l'user, voici les datas, voici la question que je te pose. Je peux lui demander oui, non, approuve-moi, ou alors juste carrément donne-moi des champs texte, donne-moi des fichiers, donne-moi des trucs dingues. Et tous ces variables-là, en fait, c'est l'écran d'après, merci. C'est ce que j'ai dans les connecteurs suivants que j'utiliserai dans un flux. J'ai accès à l'intégralité des réponses utilisateurs envoyées à cette réponse. On en parlera un peu plus longtemps dans une autre émission parce que je pense que ça mérite son sujet. Et premier usage qu'en a fait Microsoft et que tu connais déjà et que tu as présenté sans le savoir, Kevin, Computer Use, qui est la partie qui permet de faire de l'interaction humaine et de la prise de contrôle de navigateur ou d'ordinateur, et quand il est perdu, il pose des questions. C'est ça. Et Microsoft est allé plus loin, c'est qu'ils viennent de nous l'intégrer la semaine dernière dans la partie Computer Use. Ils s'en servent également pour détecter parce qu'on se posait la question, injection de prompt sur un Computer Use. Quelqu'un qui force et qui met un ordinateur dans une situation de provoquer un malveillant. Ou même, tu as une pop-up, bonjour, vous avez été piraté, cliquez là. Un Computer Use, il risque de cliquer. Et ben, ils ont même mis de l'IA responsable qui détecte les comportements malicieux. Et en milieu d'un Computer Use, il va s'interrompre et dire, il se passe ça, voici la capture d'écran. Qu'est-ce que je fais? Et ça, on vient de l'avoir aussi en Computer Use. Et j'ai terminé. Eh bien, quel programme! Bon, je ne sais pas si on a parlé plus vite que d'habitude, mais en tout cas, on a essayé de se tenir au planning. Merci à tous pour cet exercice. La rentrée était dense, vous l'avez compris. C'est le problème quand on décale trop les épisodes, c'est qu'à un moment, on accumule de choses à dire, plus quoi dire. On a fait du tri. C'était l'épisode 28 des Têtes dans le Cloud. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Continuez de liker les émissions, de partager la chaîne. Rendez-vous au prochain épisode. Pas de spécial pour l'instant, je crois, sous le coude. On sera sur une 29 classique le mois prochain. Et on vous dit excellente semaine. Au revoir. Salut.